qui dénonçaient le bolchevisme et qui se battaient sur une ligne radicale. Par exemple, les luttes de libération nationale. Rosa Luxembourg s'opposait radicalement à Lénine sur les luttes de libération nationale, parce que les luttes de libération nationale, c'est une imposture. Ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, c'est abominable. Mais le jour où les Palestiniens auront un État, avec des vrais flics palestiniens, avec des vraies matraques palestiniennes, avec une vraie oppression palestinienne, qu'est-ce que ça changera ? Le sujet essentiel de ce qui se passe de par le monde, c'est pas de donner aux gens qui n'ont pas d'État un appareil de coercition, c'est de faire péter tous les appareils de coercition du monde. Donc en Palestine comme ailleurs, à bas tous les États, à bas l'argent et vive l'émancipation humaine. Ouais. Beau projet, beau projet. Je vais essayer de prendre un peu les... Parce que depuis tout à l'heure, j'attends de voir. Voilà. J'ai des questions. Alors, j'ai une question de Daoud Nas qui me dit « En 1848, Karl Marx écrivit le manifeste communiste sous la direction de la franc-maçonnerie pendant que le professeur Karl Ritter de l'université de Francfort écrivait l'antithèse de l'ouvrage de Marx sous la direction d'autres membres de la franc-maçonnerie. L'idée des francs-maçons était d'utiliser les différences entre ces deux idéologies pour leur permettre de diviser un nombre de plus en plus grand de la race humaine en camps adversaires et de les amener à s'entretuer. » C'est vrai qu'on a souvent... parce que là, moi, quand je vous écoute, je me dis, finalement... La guerre froide qu'on nous a vendue pendant des années, donc l'espèce d'opposition entre justement un système pseudo-capitaliste et en fait un système qui se dit communiste mais qui est un capitalisme d'État en fait. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est la même pièce avec, c'est les deux faces de la même pièce. Et quand il y a la commune de Budapest en 1956, ces deux bras complémentaires écrasent le prolétariat combattant de Budapest qui se bat sur des bases radicales. Parce qu'on a voulu nous faire croire que la commune de Budapest, c'était des nationalistes hongrois qui voulaient s'émanciper. Mais il faut lire les textes. Les textes du Grand Conseil ouvrier de Budapest, on les a. Les ouvriers du Conseil ouvrier de Budapest en 1956 ont écrit leur expérience historique. Ils veulent absolument pas du capitalisme d'État. Ils veulent absolument pas du capitalisme privé, ils veulent construire une émancipation humaine contre tous les systèmes. Donc c'est pour ça qu'au moment de la crise de Suez, le bloc soviétique capitaliste d'État et le bloc américain ont écrasé la commune de Budapest, parce qu'elle faisait peur à tout le monde. Alors le problème de la franc-maçonnerie, alors là, on a toute une série de textes apocryphes qui circulent, mais qui n'ont pas de source. Le manifeste communiste a été écrit à travers des groupes ouvriers qui, dans la première internationale, rendaient compte d'une expérience historique de lutte de classe. Et c'est à rebours de la franc-maçonnerie. Marx, dans ses textes, dit que la franc-maçonnerie est l'avant-garde du capital. Marx a toujours été contre la franc-maçonnerie, qui est l'avant-garde du capital. C'est pareil, on nous dit qu'il y a des textes entre Marx et Rothschild, etc. Mais tout ça, c'est des apocryphes. C'est des trucs qui ont circulé dans des revues où il n'y a aucune source, puis qui sont repris à droite à gauche. Il faut lire les textes de Marx, qui est une critique radicale de la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, c'est le capital. Marx, dans la question juive, explique très bien Vatican II. Alors, il ne cite pas Vatican II, mais il explique très bien comment le judaïsme, dans le cadre de la domination réelle du capital, va revenir à travers les phénomènes bancaires internationaux, et comment progressivement, il mettra l'Église à bas, non pas frontalement de l'extérieur, mais en l'infiltrant par ce mouvement d'aliénation généralisée du totémisme, du monothéisme, de l'argent. Donc, Marx est aux antipodes de tous les francs-maçons, de tous les cercles Illuminati, de tous ces trucs-là. Alors le problème, c'est que il faut se documenter. Il faut se documenter. Bon ben voilà, en tout cas ça va remettre certainement des pendules à l'heure ce soir. Voilà, on me dit oui, Marx est un bourgeois, c'est pas un bourgeois à tendance satanique qui a produit une idéologie responsable des millions de morts qui permet d'avoir le golem merveilleux au capitalisme d'asseoir sa domination. Ça c'est du... J'ai un lecteur qui m'a écrit, qui m'a dit Marx vivait comme un bourgeois. Marx vivait à Londres dans une misère noire. Il paraît qu'il était très pauvre à Londres. Marx passait sa vie au British Museum parce qu'il n'avait pas de quoi s'acheter ses trois premiers enfants sont morts de faim et de froid. Il vivait dans une soupente glacée où il ne mangeait que des pommes de terre et où il ne pouvait même pas chauffer. Marx a commencé à vivre quand Engels, dont le père avait une filature à Manchester, a pu commencer à lui envoyer des mandats, et surtout à la mort du père d'Engels, où il a pu quasiment lui verser une rente. Mais c'est ça, c'est les 10 dernières années de sa vie. Il a vécu pendant 40 ans comme un clochard. Donc ceux qui disent qu'il avait mis ses enfants dans une école privée... Mais ils étaient dans une misère noire. Ses trois premiers enfants sont morts de faim et de froid. Et grâce à l'argent du père d'Engels, à la fin de sa vie, ils ont eu un petit pavillon où ils ont pu vivre mais très très modestement. Mais 40 années de misère noire.
40 années de misère noire. Quant au satanisme, c'est d'un débilisme absolu. Marx critique le satanisme radical de la marchandise. Qu'est-ce que le satanisme aujourd'hui? Alors, la pédophilie, la terreur, mais c'est la marchandise. L'impuissance sadique des réseaux pédophiles, c'est l'impuissance de la marchandise. Les types dont vous me parliez tout à l'heure, qui sont dans les cénacles de la classe capitaliste mondiale, grands avocats, grands magistrats, etc. Dans la pathologie d'impuissance, il n'y a plus qu'une seule chose qui peut permettre l'évolution érotique, c'est la souffrance de l'autre. C'est ça le satanisme de la marchandise. Il n'y a pas ça dans les communautés primitives. Et Marx et Engels font tout un travail sur les pathologies de la communauté organique, qui sont quasiment inexistantes, et les pathologies de la satiété de l'avoir. Pourquoi ? Quand un enfant naît dans une communauté primitive, il est d'emblée accueilli dans une harmonie gigantesque. Quand vous voyez le film Danse avec les loups, bon, c'est un film qui est quand même relativement hollywoodien, mais on voit bien l'épanouissement généralisé du groupe. Aujourd'hui, quand un enfant naît, il est jeté dans le traumatisme, les dépossessions, les pathologies de la famille, il devient un enjeu complètement délirant. Aujourd'hui, tout le monde veut un enfant, même les homosexuels veulent un enfant, parce que c'est le dernier refuge du vide absolu. Donc, avoir un enfant dans une communauté ou avoir un enfant dans la société, c'est complètement différent. Tout est différent. Non mais ça c'est une bonne explication. On me dit le bolchevisme c'est quand même de l'anti-religieux. Ben oui. Le bolchevisme se situe. On peut alors, parler de philosophie alors, athée. le problème c'est qu'il faut faire l'opposition entre le sacral et le sacré. Dans la communauté organique, il n'y a pas de sacré parce qu'il n'y a pas de profane. Je n'ai du sacré que là où j'ai du profane. Dans la communauté organique, il n'y a pas de division. Tout est sacral. Quand vous voyez Danse avec les loups, chasser le bison est sacral. Faire l'amour est sacral. Cueillir une fleur est sacral. Laver son linge est sacral. Tout est une participation communautaire et communielle au divin de la vie. Il n'y a pas de Dieu, il y a du divin. Et il n'y a pas de sacré, il n'y a que du sacral. Par contre, pour arriver à la profanation absolue de la marchandise contemporaine, on ne pouvait pas passer du jour au lendemain de la communauté organique où tout est sacral à cette horreur marchande. Il a donc fallu une longue étape de transition où cohabitaient le sacré et le profane, et où le profane ne cessait de manger le sacré, pour le réduire, jusqu'à la portion congrue de la contemporanéité qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la religion de la marchandise, dans la religion satanique de la marchandise, et il n'y a plus du tout de sacral. Mais le sacré est une imposture. Parce que le sacré gère les décombres du sacral pour les faire disparaître. C'est toute l'opposition entre le Christ et l'Église. Le Christ n'a pas fondé d'Église. Le Christ a fondé une ecclésia, c'est-à-dire une assemblée communautaire d'amour de l'être. Vous ne trouverez jamais dans les paroles du Christ l'apologie d'une structure épiscopale, institutionnelle, étatique, para-étatique. Le Christ est un insurrectionnaire. À la décadence de l'Empire romain, les cultes polythéistes sont moribonds, et l'empire étatique romain doit unifier sa structure aliénatoire. Et il va se servir du christianisme pour unifier ça dans une religion. Mais la religion, c'est la déchéance de la parole du Christ. Et aujourd'hui, si tout le monde tape sur le christianisme et sur le catholicisme, c'est pas le catholicisme qui est la cible. C'est que la puissance du Christ est tellement forte que même dans le carcan d'une église qui l'a aseptisé, il continue de suer sa luminosité. Donc quand on tape sur l'Église, c'est pas sur l'Église qu'on tape, c'est sur le Christ. L'Église l'a déjà vendu 100 fois. L'Église, c'est-à-dire que l'Église, c'est un appareil d'État, l'Église. Voilà, c'est exactement. Donc on peut comparer le même principe on va dire que l'ingénierie qu'exerce l'État sur la société, c'est la même chose avec l'Église et la communauté de religieux. Mais alors sur l'ingénierie, il faut voir que l'ingénierie n'a pas d'histoire autonome. L'ingénierie sociale, ça n'existe pas. Ou plus exactement, ça n'existe qu'en tant qu'appendice du fétichisme de la marchandise. Il n'y a pas un jour des techniciens de l'ingénierie sociale qu'on dit « Ah ben on va créer un super appareil de contrôle ». C'est immanent au fétichisme de la marchandise, c'est comme le terrorisme. Les attentats du 11 septembre, c'est immanent au despotisme aliénatoire de la marchandise qui se répand. Alors il y a bien évidemment des agents actifs qui théorisent, qui organisent la pratique, mais ils ne sont que des effets consécutifs de l'immanence aliénatoire.
Alors, on va faire une petite pause parce Oui. que je vois que c'est l'heure. Ah, il y a une pause. Oui, il y en a deux. On va boire un verre. Eh ben voilà, exactement, on va boire un verre et comme ça, on va reprendre ensuite les questions parce que je sais qu'il y en a plein. Vous êtes tellement nombreux à être connectés que j'ai du mal moi-même à me connecter. C'est pour vous dire. Si on pédale, peut-être. Ouais, peut-être ça ira mieux. En tout cas, la régie elle est prête, donc on fait la petite transition, petite pause et puis on revient juste après. À vous la régie. Voilà, donc de retour, toujours sur la libre antenne, c'est la saison 2 et on est toujours avec Francis Cousin. Alors, il y a pas mal de questions, évidemment, de réactions. Voilà, on me dit par exemple... La conférence. Voilà, il fait une conférence titrée Le communisme comme tradition primordiale que j'ai vue. Et là, je dis que ça fait nouvelle spiritualité qui les éloigne justement de la tradition primordiale. C'est Opossum qui dit ça. Alors le problème, c'est que le concept de tradition primordiale, à travers toute une série de courants gnostiques, ésotériques, évoliens ou de différents types, est parti dans un cheminement hiérarchiste, chéfiste, initiation. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dépositaires d'une tradition. Il y a l'ésotérisme, il y a l'ésotérisme. Pour Marx et pour la réalité historique, c'est pas du tout ça la tradition primordiale. La tradition primordiale, c'est cette aspiration invariante, sacrale, radicale, générique, qui depuis que nous avons été dépossédés de notre être par la révolution néolithique, il y a cependant en nous quelque chose qui subsiste en chacun d'entre nous et qui fait que nous sommes dans l'insatisfaction de ce monde. La tradition primordiale, primordialus, c'est ce qui est important, mais c'est en même temps ce qui est au début. Donc le primordial est le début, et le primordial est l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel et qu'est-ce que le début? C'est que pendant des millénaires, nous avons vécu en communauté organique, sans État, sans argent, sans exploitation, sans pathologie mentale, dans un épanouissement, comme on le voit, je le disais tout à l'heure, dans Danse avec les loups, et qu'à partir du moment où la civilisation s'est mise en marche, elle n'a pas simplement brisé le rapport de l'homme à la nature, le rapport de l'homme à l'homme, mais elle a scissionné l'homme en lui-même. Et donc depuis, le déploiement historique, c'est celui d'une gigantesque pathologie de dépossession, de dessaisissement. Mais la tradition primordiale n'est pas une spiritualité. Pourquoi ? Parce que la spiritualité rentre dans une division du travail sacré-profane. Il faut sortir de cette imposture, à bal sacré, à bal profane, qui sont des séquences aliénatoires complémentaires pour dépouiller le sacral. Donc au nom du sacral, qui est l'unité organique du tout absolu, ce que nous ont appris Héraclite et Parménide et les présocratiques, c'est-à-dire que le sacral est le tout du monde. À partir de Socrate, à partir de Platon, à partir d'Aristote, on va diviser le monde en séquences aliénatoires. Il y aura la rhétorique, il y aura la politique, il y aura les mathématiques, il y aura l'esthétique. Aujourd'hui, on nous présente ça dans le crétinisme universitaire de la marchandise comme une richesse. C'est un appauvrissement. Tout ce qui produit des expertises, des spécialités, des cristallisations, c'est une névrose de coupure, de séquence, de séparation, de division, de clivage. Ce que nous ont appris Héraclite et Parménide, ce qu'a repris Hegel et ce qu'a repris Marx, c'est cette idée essentielle que la tradition primordiale nous a légué le tout générique du monde dans son insécabilité. Et nous émanciper, c'est retrouver l'insécabilité. Donc, voilà, tradition primordiale. Alors, on nous dit aussi, ça c'est... Alors, je vais résumer un peu la question. On me dit, voilà, à savoir que dans les sociétés organiques, il y a un rapport de force après qui va s'exercer avec les civilisations, sauf que les civilisations vont produire des soldats d'élite et pas les sociétés organiques. Et c'est pour ça qu'il dit, regardez comment, on me dit par exemple l'exemple des Indiens d'Amérique qui se sont fait balayer évidemment par les sociétés européennes organisées en État, alors que les Indiens d'Amérique n'étaient pas organisés en État. Alors, les Indiens d'Amérique, ça n'existe pas. Parce que les Indiens d'Amérique, c'est un concept pluriel, parce qu'il y a des chasseurs, il y a des cueilleurs, il y a des agriculteurs, il y a des sociétés militaires despotiques comme les Incas, comme les Mayas. Il n'y a aucun rapport entre un Sioux et un Maya. Ouais. Donc il y a des communautés, il n'y a pas de société organique, il y a des communautés organiques. La société présuppose l'explosion de l'organicité. Donc la communauté organique est une communauté immanente où le tout se communique à lui-même, sans séparation, sans médiation, dans une société anti-étatique et anti-argent. Comme les Sioux, comme les Cheyennes. Le film de Mel Gibson, Apocalypto, montre très bien que dans le cadre d'une division géographique de société indienne, on a l'empire oppressif et on a la communauté de la forêt.
Ces deux groupes sont sans aucune communauté de relations possible, si ce n'est que l'un peut être le prédateur de l'autre. Mais entre la communauté de chasseurs-cueilleurs de la forêt, qui ignore les pouvoirs, les divisions, les aliénations, et la société des sacrifices humains de l'empire étatique des grandes constructions, il y a un abîme absolu. Donc, quand les Européens ont découvert le Nouveau Monde, ils ont découvert des nouveaux mondes. Il y avait des sociétés despotiques comme les Incas, comme les Mayas, comme les Toltecs, comme les Zapotèques qui vivaient entre guillemets dans le despotisme oriental qu'on rencontre en Inde, en Chine ou en Égypte, ce que Marx appelle les sociétés hydrauliques, c'est-à-dire que à partir du moment où les communautés primaires après la révolution néolithique se sont dissous, se sont créés des empires étatiques qui étaient les grands agents hydrauliques de l'irrigation de la grande communauté étatique. C'est-à-dire que quand on passe à l'irrigation intensive, il faut créer une structure étatique. Et tous ces grands empires architecturaux sont des sociétés hydrauliques, le Nil, le Gange, etc. Donc il n'y a aucune commune mesure entre les Sioux, les Cheyennes, les Guayaquis dans la forêt amazonienne et les Incas. Et donc on a des mondes indiens qui d'ailleurs se font la guerre et qui n'ont rien à voir, qui correspondent à des degrés divers et diversifiés du devenir de l'aliénation historique universelle. D'accord, donc il y en a qui sont déjà en fait très avancés voilà. Et d'autres qui sont plus, on va dire... Mais les plus archaïques, c'est les chasseurs-cueilleurs des plaines, c'est-à-dire les Sioux, les Cheyennes, les Cris, les Abénakis. Par contre, les Navarros sont déjà aux portes de l'agriculture, et puis toutes les sociétés guatémaltèques, elles, sont déjà rentrées dans une civilisation étatique. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il semble, alors c'est que je ne sais pas si historiquement ça se vaut, mais c'est que justement les communautés d'Amérique du Nord, elles ont fui petit à petit justement ces grands empires centraux pour... Il y avait constamment, entre guillemets, une aspiration à vivre l'humain et à sortir de cela. D'ailleurs, la conquête espagnole n'aurait pas été possible si les sociétés et les communautés indiennes n'avaient pas été si divisées. Cortés, quand il met en marche son armée, il a 60 mousquets et 20 chevaux, mais il a 6000 piétons indiens. Oui. Oui, ça on l'a su maintenant, mais ils avaient trafiqué un peu, ils avaient trafiqué un petit peu l'histoire. Et justement, alors ces communautés, elles sont proches quelque part, un peu j'ai envie de dire aussi de ce qui s'est passé en Europe, puisque on a vu là pour le coup les communautés d'Amérique du Nord qui se sont révoltées. Alors, on se souvient de la révolte de Wounded Knee, ça c'était dans les années 70, et c'est un peu ce principe-là, un peu, ça me fait penser un peu... Ouais, mais là c'était la fin, parce que comme il n'y a pas de substrat massif, et comme il n'y a pas d'esprit insurrectionnaire étendu, l'Indien est condamné à finir alcoolique dans une réserve, à regarder la télé, à manger du popcorn. C'est le drame quelque part de ces communautés indiennes, ça a été le départ des Français. Ouais. Parce que les Français, qui étaient donc catholiques, dans un rapport, le catholicisme quelque part est un polythéisme maintenu. Il y a un rapport à la nature, au sexe, à la joie, à la danse. Il y avait beaucoup de mariages mixtes entre les Normands, les Poitevins, les Bretons qui arrivaient au Québec et dans la Nouvelle-France. La colonisation anglaise et encore plus américaine, qui était donc d'un esprit judéo-calviniste, était exterminatrice. L'Indien, c'était de la merde ou du diable. Donc, il fallait lui piquer la terre et le flinguer. Aujourd'hui, si vous allez au Québec, quasiment toutes les tribus indiennes parlent le français et sont mélangées. Vous avez Jérôme Belleville, vous avez Jacques Bonvoisin, ils ont des noms français et ça résulte d'un métissage qui a eu lieu au XVIe, au XVIIe siècle. Tous ces paysans français qui débarquaient là-bas et qui n'avaient pas de femmes allaient vivre en Huronie avec les Mohawks, avec les Abénakis, et ils faisaient des enfants. Donc quand la France a perdu dans les plaines d'Abraham son conflit contre l'Angleterre, ça a été un drame pour les Indiens, parce que les Indiens ont compris qu'on les laissait, entre guillemets, seuls avec l'exterminateur. Oui, d'ailleurs, beaucoup d'Indiens pensent que les Français ne cherchaient pas à voler les terres. Non, alors... Pas simplement parce qu'ils avaient une vision, grâce au christianisme catholique, qui était beaucoup plus respectueuse, mais aussi parce qu'il y avait une pression démographique. C'est-à-dire qu'il y avait 60 000 Français quand il y avait déjà 1 million d'Anglais. Ouais. Donc... Ah oui, le rapport était vraiment en notre faveur, on peut dire ça, c'est évident. Alors, j'essaie de... Malheureusement, ce soir, le chat avec vous êtes tellement nombreux que c'est très compliqué de vous avoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites ?
Voilà, d'après vous, quelles sont les raisons qui ont poussé à la naissance du capitalisme et le fait qu'il s'est imposé, qu'il a perduré? Pourquoi cette révolution du néolithique? Bah, on a expliqué, c'est que c'est la production qui augmente et Alors, nécessité de faire la des révolution échanges. néolithique, est inévitable, comme tout ce que l'histoire a posé, parce que Hegel et Marx nous ont appris qu'il y avait un déterminisme implacable. Il n'y a pas de hasard dans l'histoire. Les gens qui parlent de hasard sont des gens qui n'ont pas saisi la nécessité. Les hommes ne font l'histoire qu'en tant qu'ils expriment les matrices globales de l'histoire en mouvement. À partir du moment où la révolution néolithique met en marche des stocks agraires, il est inévitable que va se mettre en marche le troc. Le troc, c'est un pré-échange. Le troc, en tant que pré-échange, va commencer entre communautés. Mais la révolution néolithique, développement relativement et progressivement de plus intensif des cultures, va produire des surplus croissants. Et donc, à partir de ce moment-là, le troc, puis l'échange, qui avait lieu de communauté à communauté, vont ricocher à l'intérieur de la communauté. Ah, parce qu'on n'échangeait pas dans la On communauté. n'échangeait pas dans Donc la on échangeait, communauté. de communauté à Voilà. communauté. Moi, je fabrique du bois, je vais Voilà. échanger contre des pots. L'autre. Voilà. Et à partir d'un certain degré de déliquescence, ce que montre très bien Engels dans l'origine de la famille et de la propriété, ce ricochet va devenir férocement destructurateur. Et c'est lui qui casse le génos communis. C'est-à-dire le génos communis grec, qui est explosé par les réformes de Solon et de Clisthène, et qui va créer le démos aliénatoire de la marchandise, l'oikia prolétarienne et la police de la domestication, il vient dans une Grèce qui a assumé les effets de la révolution néolithique d'une manière relativement considérable et qui développe un commerce dévastateur. Et donc, dans un premier temps, entre groupes externes, et dans un second temps, au sein du groupe interne. Et à partir du moment où là, le groupe interne est attaqué par le troc et l'échange, il est condamné à la mort. Alors après, il y a des rythmes différents, il y a des temps, il y a des cycles, il y a des durées longues, il y a des durées rapides, il y a des spécificités en fonction des seuils contradictoires que l'on rencontre dans l'espace de chaque matrice historique. Mais tout est joué. Parce que parce qu'en fait, oui, l'État est obligé de faire son apparition pour faire un rôle de redistribution entre tous ces échanges. Et c'est pour ça que le communisme n'est possible qu'universellement. C'est-à-dire que si on recommençait des communautés qui se mettaient à produire, et puis à troquer, puis à échanger, on recommencerait la même histoire satanique de la marchandise. C'est pour ça que le substrat essentiel de l'émancipation humaine, par l'abolition de l'argent, c'est l'abolition de l'échange. Dans une communauté humaine universelle, il n'y a pas d'échange. Il y a une centralisation fédéraliste des besoins, des productions, et à partir de là, il y a une diffusion des productions en fonction des besoins. Mais il n'y a pas d'échange. D'accord, donc ça voudrait dire quoi? Il faudrait produire, par exemple. Est-ce que, je sais pas, le système français avec le service public, ça se rapproche quand même de ça, donner un service public? Mais non, parce que le service public, c'est une mécanique de l'appareil étatique de l'aliénation marchande. Le service public, il a lieu dans un champ économique. C'est-à-dire que dans la communauté communiste, comme on les a vécues, en Ukraine, en Espagne en 1937, l'abolition de l'argent et de l'État fait que immédiatement, il y a la mise en marche de l'homme immédiat face à l'homme immédiat en fonction de ses besoins immédiats, sans médiation politique, économique, institutionnelle. Donc, il se met en marche des coopératives communistes où les gens décident de leur production, de leur distribution, mais rien n'est thésaurisable, rien n'est stockable, tout se fait dans l'immédiateté du rapport de cette immédiateté consommatoire, mais sur une base humaine, antisolvable. À partir du moment où il y a une solvabilité, même aidée, le problème essentiel, c'est le débat Proudhon-Marx. Proudhon veut équilibrer les contradictions de la marchandise. Il y a un bon côté dans l'économie, il y a un mauvais côté dans l'économie. Il y a un bon côté dans la politique, il y a un mauvais côté dans les... Et avec le crédit mutuel, avec le mutualisme, on va créer une société coopérative généralisée qui va amender la marchandise et améliorer le fétichisme de la misère. Et Marx, et non. On n'améliore pas cette merde. Il dit toute l'économie politique débouche sur la merde de l'exploitation. On n'aménage pas ça, on le détruit. Donc il y a un débat de fond au sein de la Première Internationale, entre ceux qui veulent une économie nouvelle, une politique nouvelle, une banque nouvelle, une production nouvelle, et puis ceux qui disent on veut la communauté du vrai vivre. Mais la communauté du vrai vivre n'est pas un désir délirant et prestidigitionniste. Il est inscrit dans notre histoire,
puisqu'il remonte à cette communauté organique qui a existé pendant des millénaires. Parce que si je montrais à vos auditeurs une carte de notre histoire humaine, entre le temps des communautés organiques et le temps des civilisations du despotisme étatique, le despotisme étatique, depuis le néolithique, c'est ça. Par contre, les communautés organiques, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est notre substrat des profondeurs. La révolution néolithique, elle a eu lieu il y a très peu de temps. Parce que c'était encore le cas, par exemple, les aborigènes, on peut dire, oui, bien sûr. ils vivaient encore avant... Et alors, il y avait encore des communautés de chasseurs-cueilleurs paléolithiques au siècle dernier. Il y avait encore en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y avait encore, il y a quelques années, des groupes d'émergence humaine, sans médecine, sans spécialité, parce que chaque membre de la tribu connaissait 3000 plantes et ses applications pour la santé humaine. Il n'y a pas de médecin. J'ai pas besoin de médecin. Mais non, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous présente comme richesse et pauvreté, tout ce qu'on nous présente comme vérité et fausseté, tout doit se lire à l'envers. C'est pour ça que Marx, dans les manuscrits de 1944, et ce que j'ai repris dans le livre la critique de la société de l'indistinction, dit « La liberté démocratique de l'asservissement à la marchandise est une indistinction généralisée où tout s'écrit à l'envers. Le beau devient laid, le juste devient injuste, tout se lie à l'envers. » Les gens, voilà, lui il me dit, mais c'est vrai comment la communauté... Alors, imaginons qu'une communauté encore aujourd'hui, de nos jours, qui veut vivre comme ça. Toute l'histoire est faite d'États qui disparaissent sous le coup d'autres États. Et le problème a été posé lors de la Commune de Paris, dans le débat entre Marx et Blanqui. Entre Marx et Blanqui, il y a eu un débat, parce que Blanqui représentait un vieux mouvement ouvrier à tentation militariste, putschiste, etc. Et les blanquistes considéraient que la Commune de Paris avait échoué, parce qu'elle était insuffisamment organisée, insuffisamment militarisée et insuffisamment professionnalisée. Ça, c'est le petit bout de la lorgnette aliénatoire des visions séparées. Ce que Marx a montré, c'est que la Commune n'a pas échoué pour des raisons militaires, elle a échoué pour des raisons sociales, parce que nous étions dans un temps de domination formelle, où le capital était en plein essor, et on ne peut pas foutre en l'air l'État et le capital quand il est en plein essor. Ouais, d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut abattre l'État. C'est pareil, la révolution en Pays de Valence et d'Aragon avec les communautés communistes de Barcelone. De Barcelone, oui. Bien évidemment que ce sont les républicains, les antifascistes qui les ont massacrés. Mais il ne faut pas s'arrêter à cet horizon étroit. C'était aussi parce que la période historique ne pouvait pas permettre une extension. Quand les communards, en 1871, ont voulu effectivement étendre leur mouvement vers Lyon et vers Marseille, ça n'a pas pu se faire. Parce que les conditions historiques d'alors faisaient que la décomposition parisienne était très spécifique et que l'État mis en marche par tiers s'était déjà recomposé dans la province. Donc même si les communards avaient été 10 fois plus organisés, avec 20 fois plus de fusils, 30 fois plus de canons, ils auraient perdu. Et la logique de l'histoire, elle est universelle. Napoléon, à Waterloo, aurait pu effectivement gagner si Grouchy avait été, je dirais, plus proche et s'il avait exécuté les directives de Napoléon d'une manière plus pointue. Mais Napoléon aurait perdu le mois suivant. L'idée que les hommes peuvent retourner l'histoire est une imposture narcissique d'impuissance. Les gens veulent être virilistes, musclés, forts. Ils veulent montrer que l'histoire, ils peuvent la faire. Mais c'est un fantasme. L'homme ne fait l'histoire qu'à partir du moment où l'histoire décide de se faire en utilisant les passions des hommes, à ce moment-là, dans cette direction et dans cette configuration-là. Donc, aujourd'hui, tout combat politique, tout combat économique qui a pour objectif un nouveau type d'État, un nouveau type de banque, un nouveau type d'économie, est déjà intégré dans le dispositif aliénatoire des recompositions du capital. Donc en fait, toutes les oppositions... Il n'y a pas d'opposition. C'est des fausses oppositions. Alors, ce n'est pas des fausses oppositions, ce sont les formes multiformes de la forme marchandise. Je peux vouloir une marchandise patriote, je peux vouloir une marchandise cosmopolite, je peux vouloir une marchandise raciste, je peux vouloir une marchandise écuménique, je peux vouloir 500 formes de marchandise. Sauf que l'émancipation humaine dit « ah bah la marchandise » et elle se fout de ces 1000 formes de marchandise parce qu'elle n'en veut pas. Donc moi je me bats à mon petit niveau en transmettant les textes fondamentaux de Marx qui prennent enfin leur acuité, parce que c'est aujourd'hui que Marx est le plus actuel. Marx a écrit au XIXe siècle la nécrologie du capital pour le XXIe siècle.
Marx a tout prévu, il a prévu l'informatique, il a prévu le terrorisme, il a prévu les recompositions impérialistes de l'Amérique. Alors, il ne donne pas les mêmes noms que nous donnons aujourd'hui, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a été dit. C'est pour ça que je dis, il n'y a plus rien à écrire aujourd'hui. Je veux dire, quelqu'un qui lit l'intégralité des œuvres de Marx et des groupes radicaux qui ont produit cette trajectoire historique, il a tout compris. Les 2 bouquins que j'ai faits, Critique de la société de l'indistinction et Lettres contre l'avoir, qui sont la reprise de conférences ou de textes, n'apportent rien. C'est simplement des synthèses de transmission plus aisée de la complexité de Marx. Mais il faut comprendre une fois pour toutes que hors des chemins, des flagorneurs, des illusionnistes et des faux créateurs, tout a été dit. Et contre la masturbation onaniste du vide éditorial, il n'y a plus rien à écrire, il n'y a plus qu'à transmettre ces textes fondamentaux, qui sont d'ailleurs totalement inconnus. Totalement inconnus, oui. Qui sont totalement inconnus. Parce que les textes de Marx sur la crise, sur le terrorisme, sur la question juive, sur la crise financière, sur le développement aliénatoire, sur tout, les textes de Marx sont le tout du monde, parce qu'il les a écrits au moment de la grande fracture de la modernité, où tout apparaissait enfin. Et donc d'ailleurs, c'est dans cette modernité, la Révolution française a joué un énorme rôle en Europe. Alors, elle a joué un énorme rôle, mais non pas en tant que c'était une révolution de l'émancipation, mais autant où c'était une révolution de l'aliénation. C'est-à-dire que la révolution de 1789 est une révolution capitaliste qui doit mettre les pendules à l'heure de la modernité industrielle en devenir pour que l'éclosion du fétichisme de la marchandise parvienne à son objectif. Marx dit le commencement de la révolution capitaliste, c'est la révolution agraire. La révolution agraire permet l'émergence industrielle d'un capitalisme moderne. La France d'Ancien Régime, contrairement à l'Angleterre, était une France où toute une série de substrats étaient encore conservés par rapport à l'Angleterre sur l'avant. Il y avait encore une France paysanne, il y avait des corporations, il y avait les communaux, il y avait toute une série d'obstacles qu'il fallait briser militairement. Donc la Révolution française a été l'acte militaire par lequel le capital a brisé son antériorité pour permettre justement l'éclosion du despotisme de la marchandise. Voilà, donc de retour, après ce petit problème technique, normalement c'est rétabli. Alors, il y a une question, alors ça c'est vrai, autant la poser tout de suite. On me dit, le cœur du problème ne serait-il pas justement la question juive qui est le dénominateur commun à l'histoire de l'homme? D'autant que, comme le rappelle l'invité, Marx, qui est supposé avoir écrit sur tout, a établi un chapitre sur la question juive. Pourquoi elle en particulier? Oui, c'est vrai que Marx, il a parlé de ça. Marx n'a pas écrit un chapitre, il a écrit un ouvrage, qui est un ouvrage décisif, puisque c'est le préambule méthodologique à ce qui va produire l'éclosion de la critique de l'économie politique, puis du capital. Bon, Marx a écrit une question juive, il n'a pas écrit une question bouddhiste ou une question hindouiste. C'est donc qu'il y a, dans la méthodologie révolutionnaire des luttes de classe pour l'émancipation humaine, un problème particulier sur cette question. Alors d'abord, Marx nous explique que la question juive n'est pas une question raciale. C'est pas une question raciale. Un juif polonais n'a strictement rien à voir avec un juif de Marrakech. Donc nous parler de la question juive comme une problématique raciste, c'est une imposture, dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, la question religieuse, c'est aussi une imposture. Il y a plein de juifs qui se disent athées et qui pourtant se disent juifs. Oui, Attali et BHL, voilà. On les cite donc, plus. Il montre que le monothéisme juif est d'abord l'expression historique du monothéisme de l'argent dans des sociétés antiques où l'échange entre pôles agraires s'est progressivement effectué dans une spécialisation de pôles comptables et de pôles commerciaux. Marx dit exactement la même chose qu'Attali. Attali montre que le devenir du judaïsme, c'est le devenir de l'argent. Sauf que Attali dit, c'est génial, les juifs font ça pour le bien de l'humanité. Or, Marx, qui est le premier à produire cette analyse en profondeur, montre que le judaïsme est l'appendice du monothéisme de l'argent. Et il suffit d'ailleurs de voir les textes religieux juifs, qui codifient une alliance commerciale abrahamique avec le Dieu créateur. La relation entre le peuple juif et son Dieu est une relation échangiste commerciale basée sur un contrat commercial qui, à travers les mitzvot, définit le tu peux, tu dois, tu ne dois pas, tu peux pas. Marx dit même, la névrose aliénatoire est telle que même les lieux d'aisance deviennent des codifications religieuses. Donc Marx, pour critiquer l'aliénation radicale du capital,
montre que la question juive n'est pas une question de race, que ce n'est pas une question de religion, mais que c'est le cœur du capital en mouvement dans ses formes premières de comptoirs commerciaux. Et il montre que les communautés juives vont demeurer à la périphérie du développement industriel, social et historique, jusqu'aux portes de la modernité de la domination réelle, parce que la domination réelle, qui est la phase de la surproduction absolue, rend nécessaire l'utilisation industrielle des chimères du crédit et de la banque. Donc Philippe le Bel a expulsé les Juifs, les rois d'Angleterre ont expulsé les Juifs, mais progressivement ils reviennent dans le développement de la modernité capitaliste, et Marx d'ailleurs dans son texte sur les luttes de classe en France parle du panégyrique de la loi de Rothschild sur les lois de réforme de la Poste, donc c'est très clair. Et ce qu'il montre, c'est que la place du judaïsme aujourd'hui, elle découle du retour de la financiarisation du fétichisme de la marchandise, mais qui n'est pas autonome, qui est le produit du capital. C'est-à-dire que quand Attali croit que c'est les Juifs qui sont le cœur du développement de l'histoire, il se plante narcissiquement dans ses bévues aliénatoires. Les Juifs sont le produit de la marchandise en mouvement, ils ne sont pas les producteurs de la marchandise en mouvement. Là encore, comme les attentats du 11 septembre, la mécanique aliénatoire du développement, les Juifs ne sont rien d'autre, dans le cadre de la question juive qui conduit au capital, que le mouvement aliénatoire de la valeur d'échange qui est né dans l'alliance abramique et qui revient dans la modernité de la domination réelle lorsque la crise bancaire du fictif international fait de la banque le pilier essentiel des restructurations capitalistes. Ce qui veut dire que, alors justement, en parlant de banque et de finances, on a tous voilà, ce sentiment qu'on va vers une espèce de crash économique. Bien sûr. Enfin, tout le monde le pressent, j'ose dire presque comme une prophétie autoréalisatrice. Il est prévu par Marx. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, le capital est une impossibilité en mouvement. Le capital est une impossibilité en mouvement parce que le capital est basé sur la valeur. Les machines ne produisent pas de valeur. Seul l'homme exploité produit de la valeur par les incréments de valeur qui résultent du travail non payé. La machine ne contient que la valeur que le travail humain aliéné qui l'a produit y a mis. Et le capital, dans le cheminement aliénatoire des concurrences internationales, est obligé de produire de plus en plus vite. Donc il est obligé de recourir à des machines qui ne produisent pas de valeur. Donc il y a une baisse permanente du taux de profit qui doit constamment être compensée par une augmentation de la masse. Donc il est condamné à produire de plus en plus, puisque dans la logique interne de sa structuration, son taux de profit ne cesse de baisser. Ce qui produit des saturations de marchés internationaux considérables, comme en 14, comme en 39, avec obligation de détruire la surproduction pour repartir à zéro sur des bases de valorisation du taux de profit. Le gros problème qu'a le capital aujourd'hui, c'est que postérieurement à la guerre de 1945, il n'a pas simplement écrasé ses adversaires, le Japon et l'Allemagne, mais il les a vassalisés culturellement. Donc il les a empêchés de redevenir des puissances autonomes. En les empêchant de redevenir des puissances autonomes, cette troisième guerre mondiale qui devrait voir les pays technologiquement les plus en pointe s'affronter, États-Unis, Europe, Japon, est impossible. Donc, recours au terrorisme, manipulation terroriste, manipulation monétaire. La manipulation monétaire et la manipulation terroriste sont les deux mains complémentaires d'un capital qui aujourd'hui ne peut pas détruire l'Europe et le Japon autrement que des infiltrations diplomatiques et des processus de neutralisation géopolitique. Quant à la Russie et à la Chine, il faut bien que les auditeurs se disent que la Chine et la Russie sont des colosses au pied d'argile qui, après 50 années de capitalisme d'État bolchevique, staliniste, n'ont que des productions secondaires, des réserves énergétiques, des réserves monétaires, mais n'ont aucune capacité de pointe en technologie offensive. Or, la guerre pour le repartage des marchés, on l'a vu en 14-18, on l'a vu en 39-45, elle s'est faite entre les pays en pointe technologique. Angleterre, Allemagne, Japon, États-Unis. La Russie n'est intervenue dans le second conflit mondial que financée et armée par les États-Unis. À Berlin, quand il y avait 30 T-35 qui rentraient, il y avait 2 champs Sherman. Les convois de Mourmansk avaient ravitaillé en avion, en char, une Russie qui était incapable d'avoir la technologie militaire. Ouais, il y avait des valises, semble-t-il, d'argent. Enfin, sans l'argent américain, les Russes n'auraient jamais pu faire la guerre. Et même pendant la période de la guerre froide, il y avait des technologies américaines qui étaient vendues aux Russes. L'ennemi des États-Unis, c'est l'Europe. Il fallait vassaliser le continent européen en 2 parcelles.
parce que ces deux parcelles non réunifiées assuraient aux États-Unis plusieurs décennies d'impérialisme sans problème. Le fait que toute l'Europe de l'Est soit sous la domination soviétique obligeait la partie occidentale à se ranger sous le parapluie américain. Donc, quand Marx dit « la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences », à bas la merde journalistique, à bas la merde universitaire, à bas la merde éditoriale, si vous voulez comprendre le monde, foutez toutes les poubelles institutionnelles de production officielle et allez creuser en profondeur à l'envers des discours officiels. Parce que l'Europe était l'Union européenne, c'est un outil de domination américaine. L'Union 100%. européenne est une structure d'écrasement européen. Bruxelles, c'est un missile américain pour détruire l'Europe. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, puisque ça nous est présenté, encore une fois, de façon inversée. Enfin, on n'a jamais vu un problème diplomatique ou géopolitique international de taille où l'Europe et les États-Unis ont été en désaccord. Il y a eu au moment de De Gaulle, Oui. mais c'est fini. Donc, Non, depuis on appelle ça la communauté internationale. Voilà. Ils aiment bien ce nom-là. Alors, qu'est-ce que on me dit encore? Alors, je crains fort qu'il va falloir traverser un effondrement mondial économique d'abord, puis retourner à l'Éden de la communauté des origines. mais il va venir l'effondrement mondial, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que justement là, il y aurait dû y avoir cette troisième guerre mondiale qui n'a pas eu lieu. Il y a donc les manipulations terroristes et il y a les manipulations monétaires. Les manipulations monétaires, Marx montre dans les livres 3 du Capital qu'elles ne peuvent avoir qu'un temps. Il y a le temps du renversement, où la production des manipulations monétaires invalide la production monétaire de sa propre reproduction. C'est-à-dire s'imaginer que le crédit chimérique est possible à l'infini, non. Il y a un moment donné où la valeur d'usage et la valeur d'échange sont obligées de se rencontrer explosivement. On l'a vu dans quelques crises financières passées, mais qui n'étaient que des balbutiements de la grande crise. Mais on va nécessairement y venir, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le crédit est une anticipation de plus-value. Cette anticipation de plus-value, elle a pour objet d'attendre la réalisation réelle de la plus-value par une vente réelle. Quand l'ensemble des stocks énergétiques contradictoires de la plus-value anticipée rapportée à la plus-value à réaliser explose en antinomie subversive, ça ne peut plus fonctionner. Donc l'idée que le capital peut à l'infini, non. Le capital ne peut pas à l'infini. Et c'est précisément parce que le capital ne peut pas à l'infini que depuis le 11 septembre, parallèlement aux stratégies de manipulation monétaire, on a justement cette accumulation radicale de manipulation terroriste, ce que Debord, dans les commentaires sur la société du spectacle, en reprenant l'aliénation telle que Marx la positionne dans le fétichisme de la marchandise, avait bien vu, c'est toujours le terrorisme en période de domination réelle qui est le cœur stratégique des productions de terreur. Debord qui critiquait justement la société aussi du spectacle. Voilà, il a écrit la société du spectacle et après il a fait les commentaires sur la société du spectacle puisque face à la grande crise des années 60, les attentats de Bologne, l'assassinat d'Aldo Moro, le terrorisme était devenu un champ d'accumulation privilégié du capital pour aliéner les spectateurs qui regardaient la vie. Il y a rien. Seul le terrorisme en période de crise accélérée peut produire une communauté nationale. Donc quand le ministre de l'Intérieur nous dit il faut l'union nationale face au terrorisme, il nous dit en fin de compte il faut le terrorisme pour créer l'union nationale. Un peu, on revit ce qu'ont vécu un peu les États-Unis en 2001. C'était un peu ça, parce que le discours qu'on faisait aux Américains, c'était un chantage aussi. Et ce qu'il faut rappeler aux gens, bon, je l'ai rappelé dans plusieurs textes, c'est que il faut sortir, Charlie Hebdo, etc. Il faut sortir de ça. Il faut avoir une vision globale, il faut avoir une vision majestueuse, de très longue durée. En France, dans les années 1880, il y a eu toute une vague d'attentats anarchistes. Des attentats anarchistes massifs qui ont permis le vote des lois scélérates. Quand on travaille aux archives de la police, on découvre que le maître d'œuvre de ces attentats anarchistes, c'était Louis Andrieux, préfet de police, qui était le père naturel de Louis Aragon, mais qui avait été procureur dans la répression de la Commune à Paris. Les années 1880 en France sont des années de lutte de classe extrêmement fortes, et il va falloir, avec les syndicats, domestiquer la classe ouvrière, qui est relativement revêche, réfractaire, insurrectionnaire. Les attentats anarchistes vont permettre de casser violemment les luttes les plus radicales. Donc c'est Louis Andrieux, préfet de police, Clémenceau avait fait la même chose, qui organise les attentats anarchistes. Debord, dans les commentaires sur la société du spectacle, d'une manière extrêmement claire, pointue, a très bien montré que les brigades rouges, c'était les brigades rouges de l'État italien. Moro a été tué par l'État italien. L'attentat de la gare de Bologne, c'est l'État italien.
Il faut que les gens cessent d'être naïfs. Il faut qu'ils se rappellent que Robert Boulin a été tué de 2 balles, qui sont soi-disant 2 balles de suicidés. Il faut que les gens pensent en profondeur. L'État, dans les années 1860-1880, contrôlait beaucoup. Aujourd'hui, avec l'impérialisme technologique des diffusions totalitaires, il contrôle tout. Il contrôle tout. Il n'y a pas un groupe islamiste, djihadiste, dormant qui n'est pas sous contrôle. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. L'État détient aujourd'hui les moyens d'infiltration technologique et de contrôle informatique absolu. Rien n'a lieu hors des volontés stratégiques de l'appareil d'État pour casser les luttes des classes. Donc on peut dire que tout groupe comme ça qui émerge se disant c'est forcément... Mais à l'époque de Clémenceau, quand il y avait un groupe anard de 3 mecs qui se réunissaient dans un grenier pour envisager une diffusion de tracts radicaux ou éventuellement mettre en marche un attentat, Clémenceau était prévenu le lendemain. À l'époque de Clémenceau, il n'y avait pas les portables. Il n'y avait pas d'internet, pas de caméra, non. pas de... Aujourd'hui, l'État sait tout, l'État fait tout, parce que l'État est l'organisme absolu du chaos indistinctif, de toutes les généralisations aliénatoires qui doivent opacifier le regard du spectateur aliéné pour que le spectateur aliéné demeure un spectateur de l'aliénation. C'est-à-dire que l'État, il est au service du capitalisme, c'est quoi? L'État est une machine capitaliste, mais c'est ce qu'il faut faire comprendre aux fascistes, aux souverainistes, aux trotskistes, aux maoïstes, à tous ceux qui voudraient un nouvel État. Ouais. Marx nous a appris cette chose substantielle, c'est qu'il n'y a pas d'État émancipateur. L'État est par essence universelle, objective et incontournable, une mécanique capitaliste d'oppression. Toute volonté d'acte, quelque part, s'il passe par l'État, il devient aliénatoire. C'est pour ça que, aujourd'hui, poser les cheminements d'un regard radical, c'est être antipolitique. Contre la politique qui est la science de l'assujettissement. Contre l'économie qui est la science du dressage social. Il faut faire de l'anti-économie et de l'anti-politique, à bas l'économie, à bas la politique, à bas l'argent, vive la communauté humaine. C'est simple, mais on l'a ça en nous. C'est-à-dire qu'on est tellement dressé qu'on hésite, mais on l'a en nous, c'est là ça. Ouais, est-ce que c'est un peu comparable au fait que voilà, si on se retrouve, on va dire, allez, quelques personnes, on ne se connaît pas sur une île, on va finir par s'organiser tout seul, on a besoin de personne finalement. Oui, mais alors ça c'est une Robinsonade, étant donné qu'on ne sera pas dans une dialectique d'universalité. Tout à l'heure on parlait des Sioux, des Cheyennes. Ce que montre Marx, c'est que les Sioux et les Pawnees se tapaient sur la gueule. Parce que ce communisme organique du début n'était pas universel. Tout le monde était communiste, mais dans un localisme aliénatoire qui fermait la relation à l'autre et qui ne l'a ouvert que par le troc puis par l'échange. Donc, le seul communisme possible qui retrouve la tradition primordiale du sacral, de l'être générique, c'est un communisme universel qui est en relation de tous les humains avec tous les humains. Mais ce n'est pas tous les humains avec tous les humains. Marx fait une critique radicale du cosmopolitisme. Il ne s'agit pas de mélanger la sauce soja avec le camembert. C'est un communisme de la différence et c'est un communisme de la référence et de la déférence. Le communisme radical est précisément ce qui sauvera du cosmopolitisme niveleur le vrai soja japonais et le vrai camembert. Alors que le cosmopolitisme nous crée un faux camembert et une faux... Voilà. Tout à fait. Je crois que c'est l'heure de la deuxième pause. Steph, il est prêt à la régie. On va faire la deuxième pause. Désolé pour vos questions, mais le chat, vous êtes tellement nombreux que... ça passe mal. Alors, troisième partie, je vais essayer de prendre en tout cas le maximum de questions. La régie, elle est prête. On fait la pause et on revient. À vous, la régie. Voilà, donc de retour pour cette dernière partie, toujours avec 106 cousins. Alors, j'essaye de prendre un peu les questions différentes. On me demande, c'est vrai, vous pensez quoi de Michel Clouscar ? Michel Clouscar, c'est pas inintéressant, mais c'est une pensée qui n'apporte rien par rapport à ce que Marx avait dit. Michel Clouscar, c'est une intelligence qui est en marge du PC, qui est effectivement un vieux machin complètement décomposé, revigore à la périphérie la critique de la modernité. Mais Michel Clouscar, par rapport à ce qu'a produit Debord, c'est à des années-lumière. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas de modernité, il n'y a pas de post-modernité, il n'y a pas d'hyper-modernité, il n'y a pas... il y a la domination réelle du fétichisme de la marchandise, tel que Marx l'a montré dans les manuscrits de 1944, tel que Debord l'a reprise et tel que je le synthétise dans les 2 bouquins dont on a parlé. Mais tout a été dit par Marx. Tout a été dit par Marx. Et le capitalisme de la séduction, c'est pas le libéralisme.
Le capitalisme de la séduction, c'est le fétichisme de la marchandise. Kluskar n'a jamais voulu abolir la marchandise. Il est dans une thématique lénino-stalinienne de capitalisme d'État réaménagé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à côté de la vraie critique radicale, le spectacle de la marchandise crée des fausses critiques périphériques qui ont une partie du discours de la radicalité insurrectionnelle, mais qui n'en ont qu'une partie pour remettre les gens dans une voie de garage qui est celle de l'économie politique. Marx critique de l'économie politique et Kluskar critique d'une séduction propre à l'économie et à la politique. C'est-à-dire que Kluskar s'arrête bien loin de ce que va produire Debord. Ouais, alors c'est pas inintéressant parce que bon, il reprend des trucs de Marx, mais il les reprend d'une manière extrêmement réduite, de manière non dynamique et de manière non déployée. Si vos lecteurs veulent lire une critique radicale de l'imposture contemporaine, il faut lire Guy Debord, La Société du spectacle, et les commentaires sur la Société du spectacle. Là, à partir de ce qu'avait dit Marx, tout est dit, parce que tout est dit dans ce que nous vivons là au quotidien, de la macro-histoire, de la micro-histoire et de toutes les interactions qui lient l'une à l'autre. Alors, on me demande aussi, qu'est-ce que vous pensez de Baudrillard? Sa vision était également l'inversion des choses et des simulacres qui remplacent la réalité. Sommes-nous dans la société du simulacre? Oui, mais c'est pareil, Baudrillard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le crétinisme universitaire de la marchandise ne donne rien comme radicalité des profondeurs. Sauf que le crétinisme universitaire de la marchandise, à travers un certain nombre de penseurs qui pensaient plus juste que la normalité moyenne des ânes de leurs collègues, Ellul, Baudrillard, etc., ont pisté quelques périphéries marxiennes et donc les ont recraché. Le système des objets, c'est chez Marx, ça n'apporte rien. Après Marx, tout penseur qui veut produire du nouveau produit de l'insipide. Et après Marx, tout penseur qui produit une pensée juste produit du Marx réécrit. Non pas parce que Marx est le démiurge, mais parce que, comme je l'ai écrit tout à l'heure, il est le pôle central de la grande conflagration des impostures issues de la révolution de 1789. Et cette révolution de 1789, c'est le grand tramway infernal qui positionne le temps présent. Donc, en ayant, à la suite de Hegel, tout compris de l'imposture de 1789, il a par conséquence et en résultat tout saisi de ce qui fait le temps présent de la liberté despotique de l'argent. Et donc là, en fait, l'analyse qu'il a produite déjà au 19e, elle s'applique jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'au 19e, si vous voulez, au 19e, il théorise la domination réelle qui n'existe pas encore. Marx, dans son œuvre, dit « Je suis en domination formelle. Le capital n'est pas encore la complétude réalisée du monde. Il n'est pas encore l'économie monde. Il est dans des balbutiements déjà bien avancés parce qu'on a dépassé la révolution de 89, 1848. Donc le capital... Mais moi, je vous parle de ce qui va advenir. Et je vous dis que la révolution n'est pas possible tant que l'advenir total de l'imposture n'a pas eu lieu. Oui, parce que par exemple au 19e siècle, on pouvait se dire, voilà, l'Angleterre capitaliste à la limite, bon, oui, normal. Mais vous aviez des pans entiers du monde. Mais ce que j'allais dire, on pouvait pas penser que les îles des Tonga, 100 ans après, en fait, sera aussi capitaliste, alors qu'ils n'étaient pas du tout capitalistes. Pour que le capitalisme s'effondre, il faut que le capitalisme soit devenu le tout du monde. Car c'est uniquement au moment où il devient le tout du monde qu'il est obligé de n'être que le rien du monde. Ça, c'est Marx. Et tout est dit. Alors, il a eu des spasmes narcissiques. Même s'il avait cette vision juste, il y a eu des mouvements sociaux et historiques où il s'est emballé. Parce qu'on est comme ça dans le spectacle narcissique de l'émotion première. Donc il y a eu des moments où, pour une crise financière ou une crise politique, il pensait qu'on pouvait avancer les choses. Mais c'était une erreur. En fait, il ne s'était pas trompé dès le début. Donc, il avait raison sur le fond, et il s'est planté sur des formes secondaires, là où précisément il était happé parce que vos lecteurs ou parce que les auditeurs peuvent dire « Mais l'efficacité, qu'est-ce qu'on fait ?» On ne peut pas se borner à dire que l'argent est pourriture et on ne fait rien. Bah si, tout ce qu'on fera en gardant l'argent sera pourriture. Donc il faut préparer le grand combat qui vient. Il faut être des anticipateurs. Il faut être des sémaphores de la grande fracture qui arrive. Tout ce que le capital est en train de détruire sera détruit. Le cosmopolitisme mondial de la marchandise détruira définitivement les nations. Comme la nation a définitivement détruit les vieux pays d'Ancien Régime. C'est une marche historique inexorable. Par contre, si on comprend la force de cette marche inexorable et infernale, on court devant pour s'y opposer sur le seul terrain qui peut effectivement la casser, c'est le combat anti-mercantile radical. Le capital supporte toutes les recompositions gauchistes, droitistes, ultra-gauchistes, ultra-droitistes. Il n'y a qu'une seule recomposition que le capital ne peut pas admettre, c'est la remise en cause du procès de valorisation.
C'est-à-dire cette valorisation de l'aliénation qui se répand partout et qui transforme tout en marchandises. Si ça, on le conteste, le capital ne peut plus fonctionner. Et si nous sommes des milliers et des milliers, puis des millions et des millions, au moment de la grande fracture bancaire, On peut imaginer j'ai que- quelques difficultés là parce que Ouais. Donc oui, au moment de la grande fracture bancaire, c'est le fameux choc. la qu'on grande, anticipe la tous. grande fracture bancaire, c'est pas un crack de plus fort que les précédents. La grande fracture bancaire, c'est quand la sphère de circulation des marchandises rapportée à la sphère de crédit des anticipations de plus-value s'écrase face au poids de la baisse du taux de profit et de la saturation des marchés qui traverse la sphère de production. Alors c'est un peu compliqué, c'est tout le livre 3 du Capital, mais c'est limpide quand on fait l'effort d'y entrer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Parce que malheureusement, je n'ai pas un accès total à tout. Donc c'est un peu... Alors, qu'est-ce que vous me dites? Voilà. Alors, on peut lire ça sur Marx sur Wiki. Marx critique fortement le rôle de la religion et critique les aspects philosophiques et sociaux de la religion. Marx est matérialiste et s'en revendique. Ah bon? Non, Non. c'est bon, Ça, c'est définition Wikipédia. D'abord, Wikipédia, ça n'est que Wikipédia. Marx critique la religion au nom de l'être générique et du sacral. Marx critique la religion en disant qu'elle est l'opium du peuple. Ouais. Opium du peuple au sens où elle compense les douleurs, les affections et les tiraillements, et qu'elle vient permettre à l'homme de se centrer sur une recomposition fantasmatique, parce qu'il n'a plus de fantasme, il n'a plus de cœur, il n'a plus de réalité. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre religion et sacral. La religion est l'anti-sacral. La religion est la mise en pièce du sacral pour le transformer en sacré, à côté des pouvoirs étatiques qui sont le profane. Marx, comme Engels, quand il parle des communautés primitives, des communautés organiques, voit très bien l'être générique. Marx parle même de ce naturalisme achevé. Ce naturalisme achevé de l'être générique qui est le sacral, mais qui n'est pas la religion, puisque la religion n'est qu'une caricature du sacral qui se met à côté de l'appareil d'État pour contrôler et neutraliser les populations. Quand l'Église institutionnelle se met à droite de Constantin, elle est aux antipodes de la radicalité insurrectionnaire du Christ. C'est un appareil de contrôle social avec ses évêchés, ses parcours, ses provinces, pour aider l'Empire à contrôler la population. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Donc le sacral est anti-religieux au sens où la religion qui fait l'apologie du sacré à côté du profane, est en fin de compte le liquidateur judiciaire des luminosités brillantes du sacral réel. Et pour ce qui est de la colonisation, c'est quoi? Ça aussi fait partie du processus du capitalisme, parce que la colonisation, c'est quoi? C'est l'expansion pour trouver de nouveaux marchés ou c'est... Marx et Rosa Luxembourg montrent que le capital a donc deux périodes, la domination formelle et la domination réelle. En domination formelle, le capital a une crise, il colonise, il se restructure, il a une crise, il colonise. La colonisation est ce par quoi, par exemple, le marché anglais va contraindre les Chinois, dans la guerre de l'opium, Oui. à acheter de l'opium chinois. Oui, parce qu'ils étaient déficitaires, Voilà, bon. déficit commercial avec Donc, la Chine. il n'y a pas de guerre de colonisation qui soit neutre, qui soit autonome. Elle répond toujours en période de domination formelle à cette crise du capital qui, par la colonisation, va résoudre le problème de la baisse du taux de profit et de la saturation des marchés en accédant à de nouveaux territoires. Le problème, c'est que quand on arrive en 14, même s'il subsiste à la périphérie quelques territoires paumés, Voilà. la grande matrice continentale est prise. Donc là, on va passer de crise colonisation à crise guerre mondiale. La guerre mondiale est nécessaire en 14. Non pas parce qu'il y a un complot américain, mais bien sûr qu'il y aura un complot américain financier pour, à partir de la City, détruire l'Europe, mais ce ne sont que des effets consubstantiels à une immanence préalable. La raison essentielle, mais on l'a dans les journaux américains et dans les journaux anglais, la machine-outil allemande est la première du monde en 1914. Si les impérialistes américains et anglais ne détruisent pas la force industrielle de l'Allemagne, dans 10 ans, l'Allemagne qui a déjà construit le train qui va à Istanbul, qui est en train de conquérir tous les territoires de l'Est, elle aura le monde. Donc la Première Guerre mondiale, crise du taux de profit, saturation des marchés, nécessité absolue de détruire les empires centraux pour l'Angleterre et les États-Unis. Tout se tient, tout s'explique. Et en plus de liquider au passage. Et en plus de liquider. D'accord. Et pourquoi donc cette troisième guerre mondiale, elle éclate pas alors? Alors elle éclate pas parce qu'il n'y a pas de protagoniste. C'est-à-dire
Il y a pas... Allez, on va dire on a le camp anglo-américain quand même d'un côté. Alors, on a le camp anglo-américain, mais qui ne peut faire la guerre qu'à l'Europe, mais qui ne peut pas lui faire la guerre, puisqu'il l'a absorbé en vassalisation. Il n'y a aucun intérêt. Castoriadis, qui était encore un universitaire, qui était passé par quelques mouvances radicales et qui avait pioché à droite à gauche sur Debord, dans les années 70, était devenu le spécialiste pathologique de « il va y avoir une troisième guerre mondiale entre la Russie soviétique et les États-Unis ». Parce qu'à l'écume des choses, il y avait une conflictualité très colérique entre Kosygin, Brejnev et le camp américain. Et ça, c'est le crétinisme universitaire. Il n'y a jamais eu de troisième guerre mondiale entre la Russie et les États-Unis. Parce que pour qu'il y ait une troisième guerre mondiale entre la Russie et les États-Unis, il faudrait être au-delà d'un petit conflit périphérique comme il y a eu au Vietnam ou comme il y a aujourd'hui en Ukraine. Il faudrait être sur le compréhensif radical de ce qu'est la baisse du taux de profit organique qui crée la matrice radicale du capital et comprendre que s'il n'y a pas d'opposition radicale du point de vue de la baisse du taux de profit et de la haute technologie entre la Russie et les États-Unis, il n'y aura jamais que des conflits périphériques. Donc, il n'y aura jamais. Par contre, dans le chaos du terrorisme international et dans le chaos de la destruction des monnaies, on a détruit Alstom, puisqu'on l'a intégré au dispositif de Schneider Electric. Au lieu de bombarder Alstom comme les bombardiers américains le faisaient quand ils détruisaient Hambourg ou quand ils détruisaient Dresde, on a absorbé par une vassalisation technologique tous les dispositifs offensifs de Alstom. La Troisième Guerre mondiale est là, mais elle ne peut pas, pour l'instant, prendre des formes militaires offensives et massives. Elle prend donc des formes de manipulation terroriste, de manipulation monétaire. Il faut se rappeler que la France a fait la guerre, le capitalisme français a fait la guerre à l'Irak de Saddam Hussein, alors que c'était son meilleur allié. Oui. C'est-à-dire que Mitterrand a envoyé des troupes françaises détruire un des leviers de marché solvable pour le développement du capitalisme français, parce que le niveau d'infiltration était déjà tel en 90 qu'il ne pouvait que plier. On a détruit l'Irak qui était notre meilleur allié. Dans l'histoire des névroses contemporaines, c'est rare. Oui, parce qu'on leur a vendu plein de choses à l'Irak. À l'époque, on les aimait bien, oui, c'est vrai. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Mais il faut surtout comprendre que même si la Russie et la Chine avaient 2 fois plus de réserves énergétiques et 2 fois plus de réserves monétaires, les grands conflits géopolitiques de l'affrontement capitaliste sur la base de la baisse du taux de profit, qui sont ceux qui font la guerre, La guerre de 14, elle n'a pas eu lieu à cause des grandes étendues militaires de la Russie. Les grandes étendues militaires de la Russie n'étaient qu'une périphérie secondaire qui est venue s'y rajouter. C'était le capitalisme industriel de la Ruhr qui était problématique. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la Russie et la Chine qui emmerdent les États-Unis, c'est la haute technologie française et japonaise. Alors la japonaise est déjà bien vassalisée, les années qui viennent sont ceux qui doivent définitivement vassaliser la technologie européenne. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire aussi que justement le Japon lui aussi qui a été vassalisé, mais parce que les 2 grands perdants finalement de la Seconde Guerre mondiale, c'est le Japon et l'Allemagne. Voilà. Donc le Japon et l'Allemagne. Alors on comprend d'avoir voulu stopper l'expansion allemande, et l'expansion japonaise, c'est quoi? C'est par rapport à la concurrence dans le Pacifique, c'est ça, les États-Unis? C'est-à-dire que en 39-45 ou maintenant? Non, oui, en 39-45, puisque c'est devenu... En 39-45, on a un gros problème sur les sources d'approvisionnement pétrolier, parce qu'il y a un embargo américain. Au fur et à mesure que le Japon met en marche le Grand Orient nippon, les Américains coupent les approvisionnements pétroliers au Japon. Donc le Japon, au moment de Pearl Harbor, n'a plus que quelques mois de stock pétrolier. Donc, puisqu'il est bloqué dans un accord d'embargo qui ressemble à ce que les Américains ont fait avec l'Irak, il est condamné à attaquer ou à périr. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils attaquent. Voilà. Mais par contre, ce qu'il faut dire à vos auditeurs, parce que bon, le mythe du samouraï, on parlait tout à l'heure des luttes de classe. Il a fallu importer de l'immigration massive en Europe, parce que le communard européen est une ontologie radicale des luttes de classe. Au Japon, point besoin. Le fatalisme oriental des passivités endémiques fait que le japonais à l'usine est soumis comme un bon samouraï. Donc il n'y a pas d'immigration au Japon. Il n'y en a pas besoin. Le japonais ne sera jamais un communard. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs c'est un pays qui avait connu très peu d'immigration. Bien sûr, il n'y en a pas besoin. Ouais. Donc quand les types vous disent le samouraï rebelle, le samouraï, ça c'est des trucs de névrose, le mythe de la puissance, le mythe de la virilité. Bon, le samouraï est très bon pour les guerres de merde, pour les guerres d'État, pour les guerres de pouvoir, mais au niveau de l'intensité radicale, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'immigrer au Japon. Dans les usines, l'ouvrier japonais est tellement soumis qu'il n'y a pas besoin d'immigrer. Alors,
Qu'est-ce que vous me dites encore? Je vais aller voir un petit peu. Oui, c'est vrai que. Qu'est-ce que vous pensez d'Étienne Chouard? Parce que. Mais moi, si vous voulez, ce qu'il faut se rappeler, c'est ce que Marx dit sur la théorie unitaire et radicale. La théorie unitaire et radicale, elle émerge en période de lutte de classe radicale. Dans les années 30, vous avez un tout petit groupe d'ouvriers italiens qui est en France, qui est en même temps en Espagne, qui s'appelle Bilan. C'est une trentaine de types, ils ne sont pas plus nombreux. Ils dénoncent l'embrigadement antifasciste, ils dénoncent les mensonges de la guerre d'Espagne, ils dénoncent tout ce qu'il va y avoir sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais ils sont ultra minoritaires. Et puis d'un seul coup, en Espagne, il y a un mouvement social qui explose. Ces pensées ultra-minoritaires vont se généraliser, même si c'est sur une courte période, avec des contrastes, avec des illusions. Quand la dialectique des luttes de classe, organisée par le devenir de la crise du capital, met en mouvement les masses qui ne veulent plus être des masses, les prolétaires qui ne veulent plus être des prolétaires, mais qui veulent redevenir des hommes, tout s'unifie dans une théorie de parfaite clarté qui retrouve ce que Marx a dit. Tant qu'on n'est pas à ce moment-là, on a plein de chercheurs honnêtes qui grappillent à droite, à gauche, qui trouvent des trucs, mais qui ne sont jamais dans la logique unitaire de la radicalité des luttes de classe, qui sont toujours dans la recomposition du système. C'est-à-dire tous les gens dont vous m'avez parlé, d'une manière ou d'une autre, au lieu d'être sur la base radicale de Marx dans le cadre de la Première Internationale, lutte intransigeante pour détruire l'État et pour détruire l'argent, sont des recompositionnistes. Alors, le recompositionniste dit parfois des choses intéressantes, mais au regard de la théorie unitaire telle que Marx l'a posée comme explosion radicale de notre émancipation,